champ de mon étude en partant du constat que s'il a été amené à connaître le régime de la diffamation, à travers les limites imparties à l'exception de vérité, il n'a jamais eu à connaître de la notion de diffamation. Je me concentrerai sur la Cour de cassation qui connaît la diffamation. Et on a façonné la notion avant d'en préciser le régime. C'est un juge français, sans doute pas très constitutionnel, mais qui s'est depuis longtemps saisi de la cause. En matière de diffamation, la Cour de cassation ne part pas de rien. Elle dispose d'une définition légale. L'article 29, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, indique toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. Le texte poursuit: la publication directe par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l'identification est reproducible par les termes de discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches imprimées. Avant toute autre chose, il faut préciser le statut de ce texte. En premier lieu, il convient de souligner qu'il s'agit d'un texte de définition et non d'incrimination. Il ne peut donc suffire à fonder une poursuite. Les infractions de diffamation apparaissent ensuite dans la loi de 1881. Elles apparaissent aux articles 30, 31 et 32. Ce sont ces textes, 30, 31 et 32, qui distinguent plusieurs personnes susceptibles d'être diffamées et qui prévoient les peines encourues. Eux seuls peuvent servir de base à une action en justice. En second lieu, il convient d'insister sur l'objet de la définition figurant à l'article 29, alinéa 1er. La loi sur la presse évoque ici un propos prenant la forme d'une allégation ou d'une imputation. La diffamation n'est donc pas une infraction. Elle ne constitue même pas une faute. À supposer qu'en s'exprimant mal, un bavard diffame autrui, il n'y a pas matière à réparation, car en droit de la presse, la responsabilité civile suit la responsabilité pénale et renonce à toute fonction complétive. En tant que telle, la diffamation, parce qu'elle est une opinion sur autrui, échappe donc au droit. La diffamation est libre. Ce qui intéresse le droit, c'est essentiellement sa publication. L'infraction pénale et la faute civile ne tiennent pas au reproche adressé à autrui d'avoir fait quelque chose, mais au fait de rendre public ce reproche. Une diffamation ne rentre donc dans le champ d'application de la loi de 1881 qu'à partir du moment où elle est transmise à un nombre indéterminé de personnes qui ne sont pas liées entre elles par une communauté d'intérêt. Elle constitue alors un délit. À défaut, si le propos est communiqué dans un cercle de famille ou d'amis, la diffamation ne constitue plus qu'une contravention. Dans cette hypothèse, elle se définit toujours par référence à la définition de l'article 29 alinéa 1er de la loi de 1881, mais l'action qui la vise doit être engagée sur le fondement des articles R 621-1 ou R 625-8 du Code pénal. Enfin, si le propos diffamatoire est adressé à une seule personne, ou exprimé par quelqu'un qui ne cherche pas à être entendu, il est couvert par le secret et ne peut donner lieu à poursuite. Revenons donc à la définition de l'article 29 alinéa 1er. C'est un des rares textes de notre loi sur la presse qui date encore de 1881 et qui n'a pas été modifié. Le style est presque lyrique, ce qui ne facilite pas le travail du juge. Néanmoins, les trois conjonctions de coordination ou, dans la première phrase, témoignent de la volonté du législateur d'envisager largement ce propos. La diffamation peut résulter aussi bien d'une allégation que d'une imputation. Elle concerne un fait qui porte atteinte aussi bien à l'honneur qu'à la considération. Enfin, elle est de nature à affecter aussi bien la personne que le corps auquel le fait est imputé. Jusqu'à une période relativement récente, les juges français ont donné
son plein effet à cette définition en envisageant largement la diffamation. La conséquence en fut une pénalisation certaine du débat public, au risque de poser une délicate question de conciliation avec la liberté d'expression. Soit cette liberté n'a jamais été véritablement en souffrance, pour au moins deux raisons. La première tient au fait que l'approche extensive de la diffamation permise par la loi de 1881 est compensée dans cette loi même par des règles de poursuite qui découragent les actions. Il y aura ainsi non seulement des actions publiques et civiles engagées devant les juridictions répressives, mais aussi de l'action en responsabilité civile engagée devant une juridiction civile, puisque les règles de forme prévues dans la loi sur la presse s'appliquent devant le juge civil comme les règles de fond. Il s'agit donc d'une hypothèse unique en son genre, où un droit fondamental, le droit à l'honneur, est affirmé et doté d'une protection pénale a priori vaste, mais aussitôt privé de toute efficacité par des règles de forme qui dissuadent les victimes de demander au juge la sanction de leur violation. L'acte à l'origine des poursuites est soumis à peine de nullité à un formalisme exorbitant du droit commun. La prescription, qui est de 6 ans en droit commun, est ramenée à 3 mois en droit de la presse. Le juge est privé de son pouvoir de requalification, etc. Ce sont les chausses-trappes procédurales de la loi de 1881 qui sont redoutées par tous les avocats en demande parce qu'elles fragilisent les procédures et empêchent bien souvent tout débat au fond. La liberté d'expression est ainsi conciliée avec le droit à l'honneur en restreignant, en limitant l'accès au juge. La solution s'avère hypocrite et contestable, mais elle est efficace. Elle a évité au juge pénal de se transformer en censeur, car bien souvent il n'a même pas à se prononcer sur le bien fondé de propos diffamatoires qui ont été publiés. L'action échoue d'emblée devant lui pour un motif de forme. La seconde raison pour laquelle cette conception large de la diffamation permise par la loi ne menace pas la liberté d'expression tient au fait que, dans les rares hypothèses où un procès arrive à son terme, la sanction, qu'elle soit pénale ou civile, reste le plus souvent symbolique. Les peines d'emprisonnement initialement prévues, qui n'étaient plus prononcées depuis le XIXe siècle, ont été supprimées par une loi du 15 juin 2000, sauf dans le cas particulier de diffamation publique avec un mobile discriminatoire. Subsistent essentiellement des peines d'amende, prononcées le plus souvent avec sursis, ou pour des montants dérisoires, alors qu'il s'agit principalement d'une délinquance d'habitude reprochable des professionnels. Ainsi, certains patrons de presse se font une gloire des condamnations inscrites à leur casier judiciaire. C'est-à-dire que la réaction pénale est peu redoutée. La réaction civile ne l'est pas davantage. La diffamation publique ou non publique est le domaine de prédilection de l'allocation d'un euro symbolique à titre de réparation. Elle cause un préjudice essentiellement moral, impossible à évaluer en argent. Plutôt que de transformer l'indemnisation de ce préjudice en dommage-intérêt punitif, les magistrats français considèrent que la réparation doit elle aussi rester morale. On ne s'enrichit pas avec le contentieux de la diffamation, contrairement peut-être au contentieux de la vie privée. Ce constat explique l'ancienneté de la loi de 1881, qui convient finalement très bien aux journalistes et autres publicateurs, dans la mesure où elle ne les expose qu'à un risque judiciaire limité. Cependant, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme a fini par remettre en cause le relatif consensus autour de cette loi. La juridiction de Strasbourg n'a jamais compris l'équilibre sur lequel repose le droit français de la diffamation entre règles de fond et règles de forme. Ce qui l'a amené à déclarer excessive les quelques sanctions prononcées en France et dénoncées dans elle. En conséquence, la Cour de cassation a décidé, elle aussi, d'aller au-delà de ce que permet la loi de 1881 en dévitalisant la protection de l'honneur lorsque le fait allégué ou imputé est de nature à alimenter un débat d'intérêt général.
Ce qui frappe ainsi, ce n'est pas la façon dont les juges français se saisissent de la diffamation, mais la façon dont ils s'en dessaisissent. Permettez-moi de concentrer mon exposé sur ce phénomène. Après tout, refuser de constater la diffamation, c'est encore la saisir en garantissant son impunité au regard des règles qui lui sont normalement applicables. Ce dessaisissement du juge s'observe tant a priori qu'à posteriori. A posteriori, le phénomène ne surprendra guère. A priori, il est plus étonnant. Inversons l'ordre de présentation logique et commençons par le dessaisissement a posteriori. Le régime de la diffamation est marqué par le droit pénal. La loi du 29 juillet 1881 est une loi pénale. Sa logique pénale s'impose même lorsqu'une victime se contente de demander réparation des conséquences civiles d'une publication diffamatoire. Or, en droit pénal, il est du principe qu'un juge peut ne pas relever une infraction lorsque le comportement de son auteur lui paraît justifié. Non seulement il n'y a pas matière à sanction, pour telle hypothèse, mais il n'y a même pas matière à déclaration de culpabilité. Il n'y a pas d'infraction. Les faits, qui présentent tous les caractères d'un délit ou d'une contravention, perdent leur dimension pénale. Parce qu'ils sont justifiés, ils s'avèrent conformes au droit. Or, en matière de diffamation, la loi du 29 juillet 1881 a prévu un fait justificatif particulier, l'exception de vérité. Exceptio veritatis, en latin cuisine. Si le fait allégué ou imputé s'avère exact, peu importe qu'il atteigne l'honneur ou la considération de la personne à laquelle il est reproché d'avoir commis. Ce fait doit pouvoir être légitimement révélé. La vraie diffamation correspond donc à la calomnie, car la médisance, elle, n'intéresse pas véritablement. Toutefois, ce fait justificatif a été strictement encadré dans la loi de 1881. Certes, je l'ai évoqué en introduction, le Conseil constitutionnel a abrogé 2 dispositions qui ont une limité de champ d'application. Depuis 2011, il est possible de prouver la réalité d'un fait reproché à autrui, alors même que ce fait remonte à plus de 10 ans, ou alors même qu'il correspond à une infraction prescrite ou amnistiée. Cependant, les exigences de preuve de la vérité du propos restent très strictes. La Cour de cassation exige que pour produire son effet absolutoire, et je la cite, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations diffamatoires dans toute leur portée. Vous l'imaginez bien, il est très rare qu'une telle preuve soit admise. Aussi, ce moyen que tout le monde sait voué à l'échec, ce moyen de défense que tout le monde sait voué à l'échec, a été doublé d'un autre créé par le juge judiciaire. Très tôt, le juge judiciaire a pris l'initiative d'offrir aux prévenus un moyen de défense différent, en dehors du texte, tiré de leur bonne foi. Depuis le XIXe siècle, il est admis en jurisprudence qu'une publication diffamatoire cesse d'être punissable lorsque son auteur s'est exprimé avec prudence et mesure, dans un but légitime, sans animosité personnelle, et après avoir vérifié la source de son information. Peut-être s'avère exceptionnel, car en pratique, seule une loi devrait empêcher une autre loi de s'appliquer. Lorsqu'un propos publié présente tous les caractères d'une diffamation, le juge répressif doit constater, en théorie, une infraction. Ici, en dehors du texte, il s'est reconnu le pouvoir de neutraliser la qualification d'un fait de publication pour sauvegarder la liberté d'expression. Mais, bien sûr, parce qu'une telle solution s'avère exceptionnelle, le bénéfice de la bonne foi ne fut d'abord accordé qu'au compte-gouttes. Longtemps, les magistrats français se sont montrés sévères à l'égard de ceux qui s'expriment publiquement en exerçant une sorte de contrôle déontologique sur la façon dont ils ont procédé. Cela explique que dans les affaires Paturel, Brasilier, Mamet, et plus récemment Maurice contre France, affaires dans lesquelles les magistrats français ont estimé que les requérants n'étaient pas de bonne foi, la Cour européenne a été d'un avis différent, légitimement leurs propos. Ignorant les contraintes propres au droit pénal, mises en œuvre dans ces différentes poursuites, la juridiction de Strasbourg a estimé, au regard de l'article 10 de la Convention, que les sanctions prononcées, pourtant symboliques, étaient encore trop importantes, car de nature à dissuader de le faire ceux qui s'expriment publiquement sur des sujets intéressants.
C'est dans ces circonstances que la Cour de cassation a fini par consacrer un troisième fait justificatif de la diffamation, la participation à un débat d'intérêt général. Lorsqu'il apparaît qu'un reproche a été adressé à autrui dans le cadre d'un tel débat, le fait de publication perd à nouveau son caractère délictueux. Il ne peut plus donner lieu à sanction pénale ni à sanction civile. Parfois, ce fait justificatif peut être compris comme une simplification de la bonne foi, dont il resterait essentiellement l'obligation de chacun de s'exprimer dans un but légitime. D'autres fois, ce fait justificatif semble autonome. C'est sur le seul fondement de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme que les magistrats français statuent. Cette jurisprudence est tout au plus limitée par l'exigence complémentaire, elle aussi empruntée à la juridiction de Strasbourg, d'une base factuelle suffisante, mais vous le savez, très peu restrictive. Il ne s'agit pas d'exiger d'un diffamateur qu'il établisse la vérité du propos imputé à autrui. Il suffit qu'il établisse qu'il pouvait légitimement croire en l'exactitude de son propos compte tenu des éléments parfois ténus dont il disposait. Ainsi, alors même qu'un propos est intrinsèquement diffamatoire, ce qui devrait appeler une sanction au regard de la loi de 1881, les magistrats français conservent la liberté de déclarer sa publication légitime et de refuser en conséquence toute action à l'autorité de poursuite ou à la personne visée. Ils neutralisent une incrimination se prévalant de l'autorité supérieure de la Convention européenne des droits de l'homme par rapport à la loi sur la presse, qui sert de base à l'action engagée. Il est difficile de prendre position à l'égard de ce fait justificatif qui bouleverse les équilibres recherchés en 1881. Certes, on peut se réjouir de toute limite mise à une incrimination qui permet un retour au principe de liberté d'expression. Mais les prévisions du législateur s'en trouvent perturbées, car en agissant de la sorte, le juge répressif n'est plus son allié, fidèle et obéissant, comme le requiert le principe de l'égalité. Il gagne une autonomie, au risque de perturber le bon fonctionnement du système juridique interne. La Convention européenne des droits de l'homme exige-t-elle du juge national, les privatistes en sont encore là, la Convention européenne des droits de l'homme exige-t-elle du juge national qu'il refuse de faire application d'un texte qui est nécessairement applicable, sous prétexte qu'il risque de porter atteinte à un droit ou à une liberté garantie. Cette convention ne fait-elle pas plutôt obligation au juge national d'interpréter son droit conformément aux exigences formulées à Strasbourg? Cette dernière interrogation explique sans doute une autre évolution de la pratique judiciaire à laquelle il faut maintenant s'intéresser. En effet, il arrive au juge français de se dessaisir de la diffamation, non plus a posteriori, mais a priori, c'est-à-dire non pas après l'avoir constaté, mais au moment de son constat. Le juge français refuse alors d'admettre le caractère diffamatoire du propos qui a été publié. Évoquons maintenant ce dessaisissement a priori. Les termes de l'article 29 alinéa 1er de la loi sur la presse permettent une approche restrictive. Ce texte invite à envisager largement la diffamation, mais il contient tout de même quelques bornes que les magistrats se sont bien gardés de dépasser. Ainsi, il a toujours été admis que la diffamation ne peut protéger que des personnes, pas les idées, pas les produits, pas les services. On ne diffame pas une politique en l'accusant d'être criminogène. Sauf des marches de concurrence déloyales, on ne saurait davantage protéger des objets ou des marchandises. Certes, la protection a été étendue des personnes physiques aux personnes morales, mais le juge français a toujours exigé qu'une atteinte à l'honneur ou à la considération puisse être revendiquée par le groupement qui s'estime diffamé. En conséquence, il s'est opposé à la protection des groupes de personnes contre la diffamation. Les catholiques, les avocats, les femmes en ont fait les frais. Il a fallu plusieurs interventions du législateur pour permettre la prise en compte des personnes visées à raison de leur origine, de leur religion, en 1972, de leur sexe, orientation sexuelle, identité ou handicap, en 2004. En dehors de ces hypothèses, la liberté d'expression est préservée par le juge
qui exigeait que la diffamation porte individuellement atteinte à l'honneur ou à la considération. De la même façon, la diffamation suppose l'allégation ou l'imputation d'un fait. La deuxième phrase de l'article 29 alinéa 1er ajoute que cette diffamation peut être relevée même lorsqu'elle était déguisée sous une forme imitative ou lorsqu'elle n'a pas visé nonnément autrui. Le reproche adressé à autrui peut donc avoir été formulé en termes vagues, de façon indirecte. Mais il est de l'essence de la diffamation de dénoncer un fait. On reproche à quelqu'un d'avoir fait quelque chose et non d'être de telle ou telle façon. On reproche à autrui un fait. C'est essentiel pour distinguer ce qui relève de la diffamation et ce qui relève de l'injure. C'est essentiel également pour distinguer ce qui relève d'opinions potentiellement délictueuses ou d'une opinion libre. Or là encore, la Cour de cassation s'est montrée remarquablement vigilante. Certes, sa jurisprudence n'est pas toujours très visible, car l'appréciation sur ce point dépend beaucoup des circonstances de chaque espèce. Cependant, il faut reconnaître que cette haute juridiction s'est efforcée d'exiger un fait précis et déterminé, imputable à autrui pour qu'il y ait diffamation. Elle a même proposé au juge du fond une astuce afin de vérifier si le reproche est bien diffamatoire. Que l'exception de vérité soit recevable ou non, les juges du fond doivent s'assurer, avant de conclure au caractère diffamatoire d'un propos, qu'un débat contradictoire pourrait être engagé à son sujet pour en établir la réalité. En d'autres termes, les propos dont on peut potentiellement démontrer l'exactitude sont diffamatoires. Au contraire, lorsqu'une telle preuve semble impossible à rapporter, les propos ne constituent que des injures, voire des opinions libres. La Cour de cassation contrôle l'appréciation des juridictions inférieures sur ce point. En évitant que le fait diffamatoire soit envisagé trop largement, elle limite les possibilités de répression et sauvegarde, là encore, la liberté d'expression. Mais il y a plus. Car le phénomène le plus intéressant à observer concerne l'appréhension de l'atteinte à l'honneur et à la considération pouvant résulter du fait imputé ou allégué. On enseigne que l'honneur est un sentiment personnel, celui de n'avoir rien à se reprocher, alors que la considération est une valeur sociale, celle d'avoir une réputation sans tache. La première notion serait donc à apprécier par rapport à la victime, la seconde par rapport au public. Il pourrait y avoir diffamation aussi bien dans l'un que dans l'autre. Cependant, les magistrats français ne procèdent pas ainsi, au mépris des indications formelles de l'article 29 alinéa 1er. Ils n'apprécient pas concrètement, mais abstraitement, l'atteinte pouvant résulter du fait reproché à autrui, ce qui les conduit à gommer la différence existant entre honneur et considération. Dans tous les cas, ils se demandent si le fait reproché à autrui peut passer pour blâmable à l'égard d'un bon père de famille ou d'un bon professionnel placé dans les mêmes circonstances. Si la conception générale prévalant dans la société du fait en question est négative, les magistrats admettent le caractère diffamatoire du propos, à défaut, ils l'excluent. Ils échappent ainsi aux susceptibilités individuelles, comme à l'hystérie collective, en préservant la liberté d'expression. Mieux, cette approche désincarnée permet aux juges français, depuis quelques années, d'ajouter à la définition du propos diffamatoire une exigence complémentaire, une exigence de gravité, qui n'est pourtant pas prévue à l'article 29, alinéa 1er de la loi de 1880. En effet, il arrive que, tout en reconnaissant qu'il y a eu imputation ou allégation d'un fait contraire à l'honneur ou à la considération d'une personne, les magistrats français estiment que le propos tenu n'est pas assez grave pour que sa publication appelle une réaction judiciaire dans le cadre du débat d'intérêt général à l'occasion duquel il est intervenu. Les magistrats français renoncent alors à reconnaître le caractère diffamatoire du propos en question. À nouveau, c'est a priori que la qualification pénale est tenue en échec et non a posteriori. Il ne s'agit pas de justifier un propos dont la publication constitue une infraction, mais de dire que la publication du propos n'a pas constitué d'infraction parce que l'atteinte qui en est résultée, l'atteinte à l'honneur qui a pu en résulter, n'est pas
suffisante, pas assez grave, pour relever du droit pénal. La solution peut surprendre, dans la mesure où, jusqu'à une période très récente, il était admis que toute atteinte à l'honneur ou à la considération, résultant de l'allégation de l'imputation d'un fait, pouvait justifier une sanction lorsqu'elle était rendue publique. La loi du 29 juillet 1881 ne permet pas de distinguer à cet égard. Mais la restriction de son champ d'application que je viens de décrire est peut-être plus satisfaisante que celle qui conduit le juge à neutraliser a posteriori une qualification pénale dont tous les éléments sont réunis. En conciliant d'emblée liberté d'expression et droit à l'honneur, la Cour de cassation tient compte des exigences de la Convention européenne des droits de l'homme, sans donner le sentiment d'ignorer la loi de 1881 qu'elle est tenue d'appliquer. Dans une telle hypothèse, Monsieur le Président, la Cour de cassation applique la loi de 1881 à l'aune de la Convention, ce qui, pour la cohérence de l'ordre juridique, peut passer pour plus satisfait.